Bien, bonsoir à tous. Je vais, comme d'habitude, faire l'appel. Avant, je demanderai bien à Kevin d'être secrétaire de séance. Merci. Donc, Bertrand Aubert a donné pouvoir à Nicolas Lecaf, Patrice Bollard, Johan Cancano, Présent. Michel Chriat, Carole Giscou, Kevin Langtuy, Lecaf Nicolas, moi-même, Isabelle Lebert, Éric Merlin, Bruno Normand a donné pouvoir à Johan Cancano, Présent encore une fois. Delphine Pommier, Corinne Rabé, Fatna Rafik, Chantal Contremoulin m'a donné pouvoir, Christelle Demante a donné pouvoir à Anne-Caëlle Lévaux, Marc Dumontier a donné pouvoir à Éric Lefebvre, et Ariel Lévaux. Merci. Bien, nous commençons. Alors, je commence simplement par une petite information. Je souhaitais redonner quelques dates de rencontres et d'animations qui vont se dérouler puisque le soleil nous accompagne et que le printemps revient. Et bien, les festivités redémarrent. Voilà. Et donc, le 9 mars, les Hérisiennes présentent une équipe de marcheuses ou de coureuses d'ailleurs, qui s'appelle les Gazelles de Léry. Voilà, nous sommes un certain nombre inscrits de gazelles, et que s'il y a des habitantes qui souhaitent nous rejoindre, eh bien il n'y a aucun problème. Elles s'adressent en mairie, on les mettra dans la même équipe. Le 16 mars, nous avons la balade des gens heureux. C'est une randonnée que nous proposons 2 fois par an aux habitants. En général, on fait une bonne dizaine de kilomètres, à peu près. À peu près 10 km, ouais. C'est le tour du lac. En fait, on part d'ici, on fait tout le tour du lac et on revient. Et on revient. C'est plat, c'est ouvert. La fois où on l'a fait, il y avait une dame avec une poussette et elle a touché jusqu'au bout. Enfin voilà. Et puis chacun marche aussi un peu à sa vitesse. C'est pas une course. Le 23 mars, la Junior Association des Rippers nous proposera une séquence de nettoyons notre commune. Donc le rendez-vous est à 10h devant la mairie. En général, ça dure à peu près 2 heures. Le 28 mars à 19h à la Grange, des Mérisiens nous proposeront un concert rock folk. Voilà. Le 5 avril, nous aurons une animation autour des composteurs biodéchets. Vous savez que désormais, ces composteurs qui ont été posés dans la commune sont gérés par une entreprise et l'AGLO a embauché une animatrice pour faire des ateliers et apprendre aux gens à composter leurs biodéchets. Et c'est la semaine du compostage. Merci. Donc c'est le 5 avril, c'est un samedi. Donc à partir de 10h jusqu'à 12h, on peut arriver en échelonné, on n'est pas obligé d'y passer les 2 heures. Ça se passera au composteur qui est à l'angle de la rue Marcel Picard et de la rue du 11 novembre. Et de 14h à 16h, il y a celui qui est positionné sur le parking de la Grange. Donc des ateliers, elle va ramener des graines, comment on les composte, on plante des graines, comment on les récupère, ce qui va expliquer un peu le fonctionnement, etc. Le 13 avril, c'est le Petit Saint-Ouen, un peu classique. Le dimanche 20 avril, nous proposons donc le pôle parentalité propose une chasse aux œufs qui se déroule sur la place de la commune à partir de 10h. Donc le principe c'est on chasse les œufs en crème et quand on en a ramené une voile, on a droit à des chocolats offerts par la commune. Voilà, et de nouveau le vendredi 25 avril, il y a un concert
organisé par l'appel et l'école de musique, c'est ça. Voilà. Voilà, je tenais à faire ce petit point-là, parce que ça redémarre fort. Donc, accrochez-vous et soyez nombreux à nous rejoindre. Je passe au conseil municipal. Donc, nous avons à approuver le procès-verbal du conseil municipal du 13 janvier qui vous a été envoyé. Y a-t-il des remarques, des questions, des fautes d'orthographe? Non. Bien. Est-ce que nous pouvons l'approuver? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention pour Christelle. D'accord. Merci. Et donc, je vous fais passer le document pour le signer comme d'habitude. Voilà, la première délibération concerne le montant de la contribution annuelle pour le service départemental de secours et d'incendie qui a un peu augmenté, qui s'élève donc à 56 280 € pour l'année 2025. Un échelonnement du règlement est possible. Et donc, comme les années précédentes, nous sollicitons par cette délibération une échéance en février 2025 de 18 760 €, donc qui a été payée, une en avril 2025 du même montant et une en juin 2025. Cet échelonnement nous permet en fait de faire rentrer les différentes recettes et donc de ne pas épuiser non plus la trésorerie. Y a-t-il des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le classique chèque de Total Énergie qui nous rembourse 96,38 €, beaucoup moins que la dernière fois, je suis d'accord. Alors, on a quand même essayé qu'il n'y ait pas des remboursements par virement, mais voilà, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Ils savent prélever, mais ils prélèvent, mais ils savent C'est pas. ça, ils ne savent pas prélever, mais ils savent prélever, mais ils ne savent pas virer. C'est assez étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Les abstentions, les votes contre, je vous remercie. Et donc ensuite, nous avons un certain nombre de demandes de subventions. Alors, nous avons déjà évoqué la rénovation énergétique de la salle Nicolas Poussin, dossier qui a vraiment avancé, sur lequel nous avons désormais un certain nombre de devis qui commencent à devenir un peu fermes et définitifs. Donc, on a une meilleure vision des choses. Et donc, nous poursuivons la démarche en faisant la demande de subvention à l'agglomération. L'agglomération, en fait, a proposé en début de mandat des fonds de concours rénovation énergétique avec 3 niveaux. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle les travaux par élément. C'est-à-dire que si vous ne faites que changer le toit ou que changer les fenêtres, etc., c'est une subvention de fait de 20 000 €. Si vos dépenses sont inférieures à 20 000 €, la prise en charge est de 50% de la dépense. L'exemple, c'est la mairie d'Erqueville, la dernière fois, qui a changé des fenêtres à la mairie, qui en avait pour 9 500, et donc ils ont obtenu 50% des 9 500. Par contre, si ça dépasse les 20 000, là vous obtenez 20 000. Voilà, ça c'est la première chose. Le niveau 2, c'est donc un bouquet de travaux avec atteinte de moins 40% de consommation. Et dans ce cas-là, forfaitairement vu le niveau la hauteur des travaux, c'est une enveloppe de 100 000 €. Et le dernier niveau, c'est une rénovation BBC, et là, on est à 200 000 €. Comme nous avons travaillé avec l'ingénierie des services communautaires pour réaliser le diagnostic énergétique, nous savons que nous allons atteindre les 40% d'économie d'énergie.
Et donc, nous sommes en droit de demander la subvention de 100 000 euros. Ce que je vous propose de faire dans cette délibération. Pour information, aujourd'hui, nous sommes toujours en attente par rapport à ce dossier-là. Nous sommes toujours en attente de la confirmation du fonds vert. Donc on est sûr qu'on va l'avoir. On nous a annoncé une subvention de 300 000 euros, mais nous n'avons toujours pas la confirmation exacte de cette somme. Et sur le reste des travaux, tout compris, que ce soit bien évidemment les travaux de rénovation énergétique en tant que tels. Alors les travaux de rénovation énergétique en eux-mêmes, s'élèvent à 360 000 euros. Nous refaisons l'isolation par l'intérieur, la toiture, une partie de la toiture, le pack pompe à chaleur, ballon thermodynamique, etc., etc. Et les fenêtres, oui, pardon, les fenêtres, exact, les fenêtres, portes, voilà, oui, oui, tout à fait. Nous changeons évidemment tous les luminaires par des LED. Donc, tout ça va nous permettre d'obtenir 40%. C'est pour ça qu'en ce moment, on profite de cette subvention de 100 000. Néanmoins, tous ces travaux amènent aussi à d'autres travaux. Des travaux de réparation et de mise en sécurité, du type alarme par exemple, mais aussi un sol qui est très usé et qui nous oblige à le refaire. Et aujourd'hui, quand on refait un sol, on est obligé de le désamianter s'il y a des traces d'amiante dans la colle ou dans le sol. C'est notre cas. On avait pensé l'encapsuler, mais la difficulté, c'est qu'en fait, c'est plus autorisé. Et donc ça augmente effectivement un peu les prix. Et donc, il y a 360 000 euros de travaux autour de l'énergie, et tout le reste, l'assainissement qui est à revoir complètement, le ravalement évidemment qui est à refaire, les sols, la remise un peu aux normes de la cuisine, notamment pour vous savez, du propre au sale et pas l'inverse, parce que pour l'instant c'est un peu l'inverse. L'électricité qui est absolument à revoir, parce que d'abord on ne va pas avoir assez de puissance, et puis ensuite il y a quand même des choses dans le moteur qui ne vont pas très bien. Voilà. Donc nous arrivons à un total de travaux de 634 990 euros hors taxes. Ce qui veut dire que nous avons un total de travaux de TDC de 753 448. Donc, si je fais, donc en fait dans cette somme-là, il y a 118 458 euros de TVA. Je vous rappelle que nous n'en récupérons que 16%, ce qui fait que nous ne récupérerons sur cette somme que nous payons que 18 880 euros, qui rentreront en 2026 ou en 2027. Et donc, le reste à charge pour la commune, une fois qu'on enlève toutes les subventions, il reste quand même de 353 448 euros. C'est pourquoi je pense qu'au prochain conseil municipal, je vous proposerai un emprunt, puisque la Banque des territoires, qui travaille, qui est la même chose maintenant que la Caisse des dépôts, qui est la banque des communes, des collectivités territoriales, propose sur 25 ans un prêt à 2%, ce qui nous fait des petites mensualités, annuités, puisqu'en commune on parle en annuité. Et pour rappel, les autres prêts qui perduraient depuis le restaurant scolaire et le centre de loisirs se terminent fin 2026. Donc en fait, on va pouvoir basculer de l'un à l'autre, et on a calculé que les annuités nous coûteraient 25 500 de mémoire. Je crois que vous m'avez dit ce chiffre-là. Voilà.
Ce qui fait qu'on ne se déshabille pas dans notre trésorerie, et puis surtout on fait de l'investissement à très long terme. La salle, on ne va pas la refaire dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc de l'investissement à long terme, me semble-t-il, nécessite. Pour l'instant, on en reparlera quand on fera la délibération, et c'était juste pour vous donner des informations de comment on avançait. Et dans cette délibération, il y a une deuxième partie, c'est que les ceux du gymnase doivent être remplacés. Ils ne sont plus étanches, et ceux qui assurent le désenfumage en cas d'incendie, ils ne s'ouvrent plus. Donc c'est un petit peu embêtant si on avait un incendie. Mais là, par contre, on a retenu le scénario 1, puisque ce n'est qu'un seul élément. On ne refait pas toute la rénovation énergétique, donc on ne peut pas aller à 40%. Donc on choisit le scénario 1. Le montant des travaux s'élève à 16 335 € hors taxe. Et donc, parce que les subventions sont toujours sur le hors taxe, la TVA c'est vraiment que pour nous. Et donc, je sollicite auprès de l'agglomération Seine-Nord un fonds de concours de 50%, de 8 167 €, je vous fais crédit des centimes, de façon à pouvoir couvrir une partie de la dépense. C'est dans la même délibération, à la demande de l'agglomération, parce que les deux concernent la rénovation énergétique, et ils souhaitaient n'avoir qu'une délibération pour pouvoir traiter le dossier ensuite. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Parce que je suis passé un peu vite. Non. Des remarques? Non, simplement. Le sol de la salle Nicolas Poussin, il y a de la hauteur encore. Est-ce que vous pensez l'isoler ou pas? Non. Non, on ne l'isole pas, parce qu'en fait, on aurait un souci. On remet du carrelage. Et ce qu'il y a aujourd'hui comme nous, etc., il y a vraiment beaucoup de hauteur. Et quand on pose le garage, on arrive pile poil à la hauteur des garages et des portes. Et donc, si on devait rajouter une isolation par le sol, et en plus le diagnostic, merci, j'ai dit merci. Monsieur Pense nous a dit que sur ce type de bâtiment, on n'allait pas gagner grand-chose en fait en isolant le sol du bâtiment. Il est sur terre plate? Il est pas sur C'était un chauffage au sol avant, ouais. C'est tout ce que je sais, mais je sais C'est un chauffage au sol. Il y a eu du policier à l'époque, donc c'est pas à 100% neutre, c'est bien. Mais oui, je pense qu'avec le chauffage au sol, il a dû avoir quand même déjà une couche d'isolant de toute façon. Je pense. Non, parce que le sol, c'est un paquet, c'est 30%, le perte. Non, ben c'est bien. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours au fond de concours aglo, on en profite parce qu'ils nous ont signalé qu'ils souhaitaient qu'on fasse les demandes les plus vite possible sur la fin de mandat, donc on accélère les fonds de. Et là, je vous propose donc une demande de fonds de concours, alors de droit commun, vous savez, sur l'enveloppe que toutes les communes ont en début de mandat, il y a un petit peu d'argent dessus. Et donc, nous proposons l'installation d'un miroir double à l'angle de la rue du 8 mai et de la rue Jules Ferry, parce qu'en fait, de la rue Jules Ferry, c'est la rue où arrivent toutes les voitures de l'école. De l'autre côté, il y a des gens qui arrivent via un virage assez serré malgré tout, et puis les gens qui viennent du centre-ville qui en fait n'ont pas de visibilité quand ils arrivent au niveau de ce carrefour. Alors ça oblige tout le monde à ralentir, et c'est très bien, mais il n'empêche que pour sortir des maisons adjacentes ou pour arriver de la rue Jules Ferry, etc., le fait d'avoir un double miroir permettra d'avoir une visibilité en fait de l'ensemble des trois rues en même temps. Ça oblige quand même à ralentir, mais on regarde ce qui arrive, et si on voit arriver une masse, un véhicule, etc., on aura tendance à plus s'arrêter que d'essayer de passer. Et il sera fixé où?
Alors, la sécurité routière nous préconise de le poser au niveau de la barrière vous savez, qui finit derrière le préau, le grillage derrière le préau. Nous préconise de le poser là. Il doit y avoir un autre panneau à cet endroit-là qui doit être une interdiction de tourner à droite, me semble-t-il. Il y a un autre panneau, je me souviens pas quel, il y a un autre panneau. Oui. Et en fait, la sécurité routière nous dit que s'il est à cet endroit-là, il est visible les 3 rues. Oui. Et ça coûte combien? Alors, ça coûte 1302 € hors taxe, donc 1500 Les deux. Les deux. Ouais. Bon, c'est vrai que la population. Et pour ce prix-là, on a réussi à négocier la pose du miroir. Et nous demandons donc une subvention de 651,05 € à l'agglomération. Il n'y a pas de petites économies. Et je pense que dans le temps, dans les rues, il y a quelques autres endroits qu'on peut imaginer ensuite aménager de la même façon, parce qu'il y a quand même certaines rues, elles sont parfois difficiles pour sortir de la rue. Je pense notamment la rue de la Forêt, il y en aurait un en face pour pouvoir arriver de chaque côté, par exemple, ça serait pas mal aussi. Ça ne gêne pas. Parce qu'on arrive tout doucement, la priorité à droite, je ne suis pas sûr qu'elle soit respectée. Donc je pense qu'il faudra dans le temps aménager, avec ce type d'aménagement, d'autres carrefours. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'agglomération a élaboré un projet éducatif social local en partenariat avec la CAF et qui a été co-construit donc avec un certain nombre d'élus qui ont participé pour moi et des acteurs de terrain, c'est-à-dire des associations de jeunesse, des animateurs, des associations caritatives, etc. Et donc, une fois qu'ils ont eu signé ce PESL avec la CAF leur a attribué une enveloppe financière. Et les élus référents du PESL ont souhaité soutenir financièrement les communes ou les associations qui auraient un projet qui répondrait aux enjeux du PESL. La commune de Léry est en mesure de développer des offres citoyennes et culturelles qui répondent donc, au chemin de changement, ça c'est la formulation de la carte numéro 3. Les habitants de toutes catégories socio-professionnelles, culturelles, d'âge et différences bénéficient d'espaces de rencontre, de liens sociaux et de ressources leur permettant de développer des initiatives collectives. J'ai donc répondu à cet appel à projet, puisque ça passe par un appel à projet, en déclinant un certain nombre d'actions autour d'un arbre à projet avec des objectifs, des fiches actions, des indicateurs d'évaluation et en positionnant 2 grandes actions. Alors, il y en a plus que ça dans le projet que je propose, mais les 2 grandes actions que j'ai mis en priorité, c'est la rue aux enfants qui cette année sera basée sur une offre culturelle aux enfants. Nous allons travailler avec le Poétobus, avec les Faire Lire et faire, puisque ce sera le 21 juin, un concert pour enfants. Et donc, voilà, pour les petits. Et la deuxième action que j'ai proposée, et qui coûte un petit peu cher, je ne vous le cache pas, que j'ai appelé notre patrimoine mémoriel, c'est de travailler avec les seniors, avec un écrivain mémoriel, c'est-à-dire un écrivain qui est capable de récolter la parole des personnes âgées, leur histoire, l'histoire de la commune, comment ils étaient à l'école, où est-ce qu'ils allaient à l'école, etc. Et donc il récolte cette parole
aussi accompagné d'un photographe qui ferait des portraits, alors pour les volontaires hein, bien sûr, des seniors qui auront témoigné. Et l'idée, c'est d'arriver au bout à l'édition d'un livre où il y a une partie de l'histoire de l'Élie qui est racontée, mais via la parole de ceux qui l'ont vécu depuis de longues années. Voilà. Et donc, j'ai proposé un budget à hauteur de 24 309 €. Alors, on met tout. Hein. C'est-à-dire que dès que je prête une salle, je compte l'EDF, je compte Clos, je compte. Voilà, on compte tout. Je tiens à le préciser parce que c'est de la dépense qu'en fait, il y a une partie de la dépense qu'on assume déjà. Voilà. Même si on ne faisait pas l'action, on l'assumerait. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de demander 10 000 € à la gouvernementale. Ce qui coûte cher, en fait, globalement, c'est ce qu'on appelle l'achat de prestations de services, c'est-à-dire l'écrivain, il va falloir le payer, le photographe, il va falloir le payer, le concert pour les enfants, il va falloir le payer. Et donc, ils ont été très gentils, ils ont fait vraiment des devis où ils ont tiré les prix parce que j'ai un peu pleuré qu'on était une petite commune, qu'on n'avait pas trop de moyens, donc ils ont vraiment tiré les devis. Et en prestation, on est à 14 000 € en fait. Donc en fait, globalement, si on obtient les 10 000, ça va nous coûter 4 000. Voilà, pour faire court et rapide. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai tous les documents dans mon bureau, si ça intéresse quelqu'un, je l'envoie par mail, je prête mes documents papier, il n'y a aucun souci. Et il fallait le déposer avant le 28 février, donc il est déposé. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et de la même façon, l'agglomération, depuis très longtemps, via la politique de la ville, finance des communes sur ce qu'on appelle le contrat de ville. Et là, c'est de l'argent qui arrive directement de l'État, qui transite entre guillemets par l'agglo et qui repart dans ceux qui ont la chance d'avoir des QPV, quartiers politiques de la ville. Il y a quelques années, nous avions inventé à l'agglo le projet territorial de cohésion sociale qui nous permettait de développer, de proposer une enveloppe financière aux communes qui n'étaient pas classées en QPV, mais qui pour autant avaient des quartiers ou des difficultés qui pouvaient être proches de celles de la population d'un QPV. Et donc l'année dernière, je me suis un petit peu fâché en disant qu'on avait quand même, nous, un quartier qui avait des indicateurs de précarité liés au nombre de personnes qui perçoivent l'AAH, qui perçoivent le RSA, le nombre de familles monoparentales, le revenu médian des personnes, etc. Et que donc, et simplement la définition même de 265 logements sociaux PLAI et quelques plus, le PLAI étant vraiment le premier type de logement social et le moins cher, et ils sont vraiment pas chers pour le coup, mais on a aussi la population qui ne peut qu'accéder à ces logements-là. Et donc, de la même façon, j'ai répondu à l'appel à projet PTCS. Et l'année dernière, nous avions obtenu 7 000 €. Et cette année, j'ai demandé 8 000 €, puisque là aussi, il y avait un petit peu plus de prestations de services, et puis une ligne aussi d'achat de petits équipements, qui peut permettre de mieux accueillir les gens, ou d'avoir l'équipement qui nécessite un atelier, etc. J'y ai vu notamment aussi, même si toute l'animation ne sera pas portée par nous,
là, il y a un peu de prestation de service, même si la commune ne sera pas la principale porteuse de l'animation. Et puis aussi autour des jardins familiaux, qui, je le précise, se sont donc ouverts hier. Il y avait une dizaine de personnes, avec des gens vraiment très intéressés, des gens qui sont prêts même à partager une parcelle parce qu'ils ont pris la grande parcelle, etc. La Stiloche fournit une convention avec une association spécialisée dans cette animation. Et donc il y aura 4 ateliers payés par la Stiloche pour au printemps comment on démarre, en été qu'est-ce qu'on cultive, en automne dans quel état on met son jardin et comment on le maintient en hiver, en paillon, etc. Enfin voilà. Les gens étaient vraiment très contents et j'ai eu l'occasion de discuter avec certains, puis en rigolant, bon j'étais sérieux mais en souriant, je leur ai dit que peut-être un jour on pourrait récolter avec eux des fruits, des légumes et puis se faire un petit atelier cuisine. Et il y a 3 dames et un monsieur qui m'ont tout de suite dit « Ah mais nous, sans problème, on vient faire des ateliers cuisine avec vous. » Voilà. Donc en fait, je les avais déjà inscrits dans le projet. Donc comme ils sont partants, c'est vraiment super. Voilà. Ils sont vraiment bien, ces jardins. Ils sont équipés d'une réserve d'eau. Ils sont équipés d'une petite cabane qui permet de ranger les outils. Ils sont délimités. Enfin voilà, c'est plutôt agréable comme endroit et je pense que les gens vont bien s'en emparer. Et il y a même un local, il y aura des jardiniers qui auront la clé, qui peut être un local de partage d'outils. Voilà. Je sais pas, moi j'ai pas la petite billette qu'il me faudrait, je vais voir dans le local des jardiniers, et puis si on a une qui a été déposée, etc. Donc j'ai dit que nous on regarderait un petit peu dans l'ensemble de tous les outils qu'on a ici. Je pense qu'il y a 2 ou 3 râteaux qui peuvent partir, par exemple, parce qu'on en a quand même, je vois une dizaine, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 2 gars et 10 râteaux, donc je pense qu'on peut en prêter 2 ou 3. Et puis on fera peut-être un petit appel aux habitants si des gens ont des choses en double. Ma faute dans les mettre là-bas pour que ça profite à des personnes. L'idée, c'est pas que les gens investissent beaucoup dans l'outillage de leur jardin. Voilà. Et non, il en reste encore disponible. Là, regardez, sur la dizaine de personnes, il y en a 5 qui ont laissé leurs coordonnées pour recevoir la convention de location. De mémoire, c'est 50 € à l'année. Et il y a combien de parcelles possibles? Une excellente question. Il y en a une vingtaine. Oui, j'ai une vingtaine, 22, 23. 23. C'est bien, 23 parcelles. Ah ouais, c'est bien. Et chaque parcelle a une taille différente ou... Oui, enfin, globalement, elles sont. Il y en a 2 ou 3 vraiment grandes. Et puis il y a un certain nombre de moyennes, en fait, plutôt de familles avec 2 enfants, vous voyez, enfin voilà. Et puis on a quelques-unes de vraiment plus petites pour une personne seule qui voudrait juste faire du jardin pour elle, par exemple. Donc non, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'animateur a déjà proposé, par exemple, de faire un groupe WhatsApp des jardiniers, ce qui fait que quand quelqu'un a une question, il le pose sur le groupe WhatsApp, et en fait ça bénéficie à tout le monde, et lui il répond en direct. Et donc au-delà des ateliers qu'il va mener, il va aussi vraiment les suivre. Là il avait déjà amené des petites graines pour montrer comment faire des semis, etc. Enfin, non, c'était vraiment un très bon moment. J'en reviens à mon plan de financement. Et donc je vous propose de demander au titre du PTCS de l'ADO 8 000 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Puisque nous faisons les travaux à la salle Nicolas Moussin, bien évidemment, elle n'est plus à la location. Ils ont été en France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de monde. Donc ce qu'on vous propose, c'est une délibération sur le tarif et l'occupation
les gens continuent à venir nous voir pour louer des salles. Donc, quand on leur pose des questions, en fonction du type d'événement, en fonction du nombre de personnes présentes, nous pensons qu'il y a un certain nombre de fois où on va pouvoir en fait substituer la grange à la salle Nicolas Poussin. Donc ce qu'on a mis comme la première condition, c'est 50 personnes maximum. Voilà, c'est vraiment... L'accès est interdit à l'étage, mais là pour un problème de sécurité, et donc voilà, c'est vraiment de fermer voilà, et de rappeler que c'est interdit et que donc si un enfant montait et se blessait, c'est bien de la responsabilité de la personne puisque c'est inscrit dans notre règlement intérieur. Et ça sera fermé comment? Alors jusqu'ici on a fermé plutôt en mettant, c'est pas très chic, mais une table à l'envers. C'est utile, hein, c'est bien. Mais parce que bon, il y a quand même, on ne peut pas les condamner complètement parce qu'il y a les arnaqueurs, il y a le football, par exemple, il y a encore du matériel là-haut, ils y vont de temps en temps pour aller chercher des choses, quoi. Donc on ne peut pas condamner complètement le... Non, il faut peut-être dessiner un sens interdit pour que ça Oui, soit vraiment... non mais c'est ça, il faut mettre de la signalétique pour que vraiment les gens comprennent que c'est pas possible de rentrer. Et puis à chaque fois que c'est loué, Non, ils s'engagent dans la convention. Ouais. Et on le redit à chaque fois. On privilégiera les réservations du midi ou des après-midi, plutôt type repas d'anniversaire, fin d'honneur, etc. Le mariage de 100 personnes qui fait la fête le samedi soir, c'est juste pas possible, quoi. Il y a des maisons autour, non mais il y a des maisons autour, il y a voilà. D'accord. Donc ce que je vous... Alors, il y a un contrat de location, il y a un règlement intérieur qui reprend vraiment tout ce qu'on vient de se dire. Je vous propose de louer la salle 200 € pour le week-end ou 100 € à la journée. Parce que si on n'est que sur un vin d'honneur, les gens n'ont pas forcément besoin de tout le week-end pour ça. Ils peuvent venir le matin avec 2-3 trucs et puis faire leur vin d'honneur tout simplement. On garde quand même l'idée du chèque de caution. 100 pour enfin 100 € pour le ménage, 100 € pour le matériel et 100 € pour les troubles du voisinage. Et je tiens à dire vraiment publiquement ce soir que les troubles les troubles du voisinage seront systématiquement sanctionnés par le fait de garder ce chèque de 100 €. Parce que il faut que les gens comprennent. 50 personnes. La cuisine sur place n'est pas possible, mais un traiteur est autorisé à condition que les sols soient protégés, là où ils mettent le trépied ou les étuves, etc. Voilà, évidemment, les tables, chaises et vaisselles seront nettoyées, rangées, les sols seront balayés et récurés. Il est strictement interdit de fumer. Même si elle n'est pas dans un état super, les décorations ne doivent pas dégrader la salle, elles doivent être posées à des endroits où c'est possible. À partir de minuit, les portes doivent être fermées, le volume des appareils de diffusion sonore devra être réduit et le locataire s'assurera de l'absence de bruit à l'extérieur de la salle. Voilà, nous rappelons aussi que les mégots doivent être mis dehors dans un contenant adapté, que des containers, on a fait livrer des containers par l'aglo qui sont dans la petite cour derrière, des grands containers, un jaune et un gris, pour qu'il y ait, voilà. Voilà. Et nous allons mettre, alors c'était ça que je voulais vous dire, nous allons mettre à disposition en fait une partie pour 50 personnes, une partie de la vaisselle de la salle Nicolas Poussin, puisqu'il va falloir la vider de toute façon. Et on va aussi renforcer un petit peu le nombre de tables et de chaises pour que ça soit confortable pour 50 personnes. Voilà. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour louer la salle 200 € pour le week-end et 100 € ou 100 € à la journée avec toutes les conditions que je viens de vous décrire?
Oui, puis à l'article 13, vous allez compléter table, chaise, Oui, assiette. on va remettre exactement le. Parce qu'on n'a pas encore fait le transfert. En Oui, fait. oui, il faut faire Mais, le compte. quand on va faire le transfert, effectivement. Oui, parce qu'on refait de fait un état des lieux. En fait, jusqu'ici, quand on prêtait la salle Nicolas Poussin, on ne faisait pas vraiment un état des lieux, puisqu'il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas. Voilà. Là, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui avons passé quelques week-ends à repeindre et à remettre la salle un petit peu en état. On ramène du matériel, donc là, pour le coup, c'est état des lieux. Voilà. Systématiquement. Parce Mais que, c'est surtout les couverts et tout ça, parce que ça disparaît facilement. oui, entre la poubelle et celui qui a oublié de les rendre. Les Voilà. râteaux. Les râteaux aussi. Non, après, ça reste une salle qui a moins de confort, malgré tout. Et il y a le matériel de ménage dedans? Oui, on laissera le matériel de ménage, ça, il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux frigos, mais c'est des frigos de maison, c'est pas des chambres froides telles qu'il y avait à la salle Nicolas Toussaint et tout ça, quoi. C'est ça qui est quand même. De toute façon, ça ne sera pas des grosses Mais fêtes. non, Oui, non. c'est dimensionné pour 50 personnes. Donc Là, pour l'instant, il y a déjà des gens qui sont venus poser la question de la réservation. C'est un départ à la retraite entre collègues, donc ils vont être 15 ou 20. Alors voilà, c'est des choses comme ça. Quoi. Et on n'ira pas sur des grosses manifestations de toute façon. Et les travaux sont prévus pour durer combien de temps, à ce niveau-là? On espère pouvoir démarrer mi-avril, et à mon avis, ça va jusqu'à la fin de l'année. Si on va plus vite, là, je ne sais pas. C'est qu'on a le bouquet. C'est vraiment. En général, c'est toujours plus long que ce qu'on prévoit. Ça sera pour Et l'année d'ailleurs, prochaine. je ne l'ai pas dit, mais dans le budget qu'on a mis, on a mis d'imprévu. Parce que c'est bien que quand on commence des travaux, Il y a toujours des mauvaises surprises. Voilà, c'est ça. On finit toujours par découvrir le truc que personne n'a vu et qu'il faut réparer. Alors, sur la grange, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose ensuite la charte des ADSEM. Alors, la charte des ADSEM, c'est un document qui est obligatoire dans les collectivités à partir du moment où il y a une école maternelle et les ADSEM, bien sûr. Celle-ci, nous nous sommes appuyés donc sur un modèle qui est émané du centre de gestion. Nous l'avons dans un premier temps, nous avons fait 2 réunions avec les ADSEM pour lire le document et leur demander de nous dire ce qui pouvait manquer dedans, ce qui ne correspondait pas, etc. Elles ont fait tout ce travail, elles nous ont ramené des propositions que nous avons intégrées. Ensuite, on l'a donné à lire aux enseignantes de maternelle, qui de la même façon nous ont fait quelques retours. Alors, soit c'était de l'incompréhension, il n'y avait pas besoin forcément de changer grand-chose, soit effectivement il y avait des choses qui nous manquaient et qu'il fallait rajouter. Ensuite, on l'a envoyé à l'inspecteur c'est un travail qui a démarré il y a longtemps. On l'a envoyé à l'inspecteur de circonscription qui l'a validé en l'état. Et ensuite, il fallait la faire passer devant le CST, le comité social territorial du centre de gestion, qui a validé aussi le document. Donc une fois qu'on avait l'ensemble de ces validations, il ne restait plus qu'à les délibérer. Ce que je vous propose, alors je pense que vous avez eu globalement le temps de regarder un peu avec. Globalement, c'est de dire le fonctionnement de l'école, il est comme ça, et le rôle des ADSEM, dans ce fonctionnement, il est à cet endroit-là. Comme ça, il y a un cadre, c'est mieux. Exactement. Il y a eu un petit souci, pas longtemps, mais un petit conflit sur une ADSEM qui accueillait les parents à la barrière. Bon ben voilà, la charte dit clairement que ce n'est pas possible. Non, c'est comme la surveillance des recrées, ça ne peut pas être les ADSEM tout seuls. Et donc c'est très bien de le rappeler, ça permet juste de... Voilà,
que les enseignants ne prennent pas trop leurs aises et que les ATSEM non plus ne refusent pas des missions qui leur sont dévolues. C'est des devoirs réciproques. Exactement. Voilà, donc, et puis c'est vrai que nous, elles n'interviennent pas sur les temps périscolaires, donc c'était un gros morceau qu'on n'a pas eu à faire, hein, parce que ça aurait été, voilà. Et elles interviennent sur la cantine ou pas? Oui. Oui. Oui, en fait aujourd'hui, on leur a proposé de faire des journées continues, parce que moi je trouvais que les enfants, les petits, voyaient trop de monde dans la journée. Oui, c'est vrai que. Vous voyez les animateurs le matin, vous voyez la maîtresse, vous voyez la scène, après on peut dire un intervenant à l'école, vous voyez l'intervenant. À la cantine, ils retournaient avec des animateurs, mais pas forcément les mêmes que ceux qu'ils avaient eu le matin, plus les dates de cantine qu'ils ne connaissent pas au début, enfin voilà. Et je trouvais que ça faisait vraiment trop de monde. C'est surtout pour ceux qui vont à la sieste que c'est important. Et l'idée, c'était vraiment qu'il y ait un fil directeur, un fil continu de prise en charge par la scène. Et elles mangent avec leur classe. Voilà. Alors, pas elles mangent pas sur place, mais elles sont assises avec les enfants et elles coupent, elles distribuent, elles surveillent. Elles ont quand même un temps de déjeuner pour elles. Après, elles ont les 20 minutes réglementaires de pause. Oui, tout à fait. Et là, c'est leur choix. Quand Caroline était là, souvent elle prenait un plateau et elle mangeait dans la cantine. Il y en a qui préfèrent aller manger dans la tisanerie, ce qu'elles ont amené pour être plus au calme. Ça, c'est au choix de chacun, ça ne nous appartient pas. Donc en général, celle qui fait l'assiette, elle prend sa pause avant le temps midi. Et puis celle qui, au contraire, n'a pas de surveillance à faire, elle prend sa pause après. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Page 5, il y a une faute d'orthographe. Le mot lever s'écrit E-C-E-R. Enfin, tout en bas de la page. Tout en bas de la page. Au lever. Oh oui. Le problème, c'est à force de relire, là, on les voit plus. Je me souviens pas pourquoi. Merci. C'est quand même des annexes. Oui, alors oui. Et ça, c'était obligatoire. D'ailleurs, je tiens à préciser que donc, dans les annexes, il y a tout l'aspect posture professionnelle et que nous avons d'ailleurs pour une des ATSEM qui a des gros soucis de dos actuellement, nous avons commandé un siège un peu spécial qui permet qu'elle soit assise bien droite et qu'elle puisse circuler avec son siège. Et elle va le tester. Et si ça fonctionne, on en mettra un dans chaque classe. Bah, c'est très bien. Parce qu'elles fatiguent trop, sinon elles sont assises sur des petites chaises ou alors elles sont tout le temps penchées sur les tables des enfants et elles finissent par avoir des pathologies de dos assez importantes. Donc on teste là le modèle que Séverine a découvert. Et si elle en est satisfaite, alors que c'est elle qui souffre du dos, eh bien on l'achètera aussi. Oui, bah c'est très bien. Voilà. Non, mais ça c'est le centre de gestion, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que le centre de gestion il donne aussi des préconisations sur l'accompagnement. Oui, et puis j'ai vu aussi en fait maintenant qu'il y a la société de ménage, finalement, à part le petit rangement, elles font plus le ménage de la classe, donc elles peuvent manger le midi puisqu'elles finissent plus tôt en fait le soir. C'est ça. Et puis ça a aussi amélioré le temps de transmission avec les enseignants. Oui, parce qu'avant ça mangeait sur le temps de ménage. Et là, en fait, on peut vraiment dédier le matin ou le soir, d'ailleurs, en fonction des choix des enseignants et des ATSEM, elles peuvent dédier un temps aux échanges sur demain, il faut préparer ça, il faut que la classe soit configurée comme ça pour le premier atelier, etc. Et ça libère un peu aussi la créativité et l'énergie des gens. Y a-t-il des votes contre cette charte? Des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la convention. Rapidement, une convention gratuite. Je la passe maintenant. L'agence de la ruralité, qui est donc le conseil départemental,
propose depuis quelques mois maintenant une convention pour le prêt de ce qu'ils appellent un kit événementiel. Donc il y a 2 barnums avec un stage adapté, 4 tables et 30 chaises, une sonorisation mobile avec micro, 10 grilles d'exposition avec pied, 15 barrières de ville type Vauban et 20 séparateurs de voix. Voilà. Alors moi j'ai été sollicité, cette convention ne fonctionne qu'avec les communes. Moi j'ai été sollicité par les organisateurs du triathlon qui ont besoin des séparateurs de voies au niveau de la chaussée, de la départementale, pour sécuriser en fait le passage des vélos. Et eux ne pouvaient pas, ils ne peuvent pas l'emprunter. Donc tous les ans, ils galèrent à trouver des séparateurs de voies. Et donc là, la demande, c'était de dire, est-ce que vous pouvez solliciter, vous, l'agence, pour avoir les séparateurs de voies. Et quand j'ai vu qu'il y avait des barres, des tables, des chaises, tout ça, je me suis dit qu'on aurait bien l'occasion d'emprunter autre chose à votre moment. Alors, par contre, il faut vraiment réserver très longtemps à l'avance. Là, pour le mois de septembre, j'ai réservé. Pardon. Où est-ce qu'on récupère le matériel? À Louviers, à l'agence routière de Louviers. Oui. Bonjour. À l'agence routière de Louviers, où, donc là, vous voyez, par exemple, les séparateurs de voies, fallait que je les réserve là, tout de suite, pour ce que j'ai fait par mail, pour septembre. C'est très, très, très demandé. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on anticipe. Hein. Mais ça peut nous aider selon un endroit ou des barrières si on a besoin. Voilà. Donc c'est une convention, elle est à titre gratuit, elle ne coûte rien. On n'était pas vraiment obligé de la délibérer, mais bon, il m'a dit si vous le faites, c'est bien aussi. Donc, voilà. Et puis ça donne des informations à tout le monde, donc c'est très bien. Il faudra juste qu'il change le nom du président du conseil départemental, parce que je crois que ce n'est plus M. Lecornu. Voilà. Et puis, ah, je n'ai pas fait de vote. Pardon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et la dernière délibération, donc, qui est la vente totale des parcelles des 1423, 292 et 1337 et partielle, en total, pardon, des premières, et partielle des parcelles des 284, 285, 286, 272 et 271. Alors, avant de regarder cela, juste un petit élément d'histoire. Donc, ce grand terrain, normalement vous avez eu le plan, ce grand terrain, à la base, on devait vendre la totalité du terrain. Nous est tombé dessus la DRAC sur des fouilles archéologiques et nous sommes aujourd'hui dans une estimation de fouilles entre 850 000 € et 1 million d'euros. Donc pour équilibrer un bilan financier pour un promoteur, même pour Nexity, ça devient compliqué. On a retourné les choses un peu dans tous les sens et la proposition pour équilibrer faisait qu'ils augmentaient de façon extrêmement importante le nombre de maisons. Or, je ne suis pas une fanade des trucs où tout le monde vit chez les uns, chez les autres, et puis de remplir tout un terrain de maison. Voilà, je faut aussi se laisser un peu de respiration et puis surtout de projet. Donc j'ai fini par leur proposer de ne leur en vendre qu'une partie. De façon, alors, globalement, nous, ça nous fait un petit peu de réserve foncière, c'est pas forcément idiot. Donc on achète tout, mais on Oui. revend qu'une partie. Oui. On rachète tout et on en revend une partie. Avec le plan, bon, je peux bien vous
bien, vous voyez, pour ceux qui connaissent bien, on est rue du Haut-Devant ici, rue Verdun ici. D'accord? Ici, il y a une maison, là, d'accord, qui est déjà habitée. Et donc, la proposition, c'est de dire, en fait, on ne vend pas cette partie-là. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est peut-être là qu'il y a le plus de fouilles. Et donc, dans le temps, on essaiera de négocier avec la DRAC pour, voilà. Et puis surtout, la réserve foncière fait que petit à petit, on a des gens qui ont des demandes sur des terrains qui sont parfois un peu plus grands, etc. Or, il faut savoir que les fouilles archéologiques, à partir du moment où vous êtes un privé, c'est l'État qui prend en charge. Voilà. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un promoteur, si vous êtes une commune, vous êtes assujetti aux fouilles. Si vous êtes un privé qui a acheté un terrain qui avait le malheur de découvrir qu'elles sont soumises aux fouilles, l'État paye. Et des fois, ils ne font pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, on se garde plutôt un peu de terrain, donc là, parce que là, il y a aussi ça, on se garde un peu de terrain et on retravaillera dans le temps, voilà, pour faire avancer un peu le projet de ce côté-là. Globalement, aujourd'hui, et ça je pourrais faire passer, j'ai pris quelques feuilles, on a ici une voirie qui passe et qui redescend et qui repart rue de Verdun et qui fait aussi le tour comme ça. Nous avons donc sur le haut ici, nous sommes en accession à maison déjà construite, mais nous sommes en accession à la propriété. C'est-à-dire que les gens qui vont être dans cette maison vont disposer vont avoir accès à un dispositif où globalement vous êtes locataire pendant 2 ans. Je le fais un peu raccourci, mais c'est le principe. Et au bout de 2 ans, votre loyer cumulé de 2 ans est considéré comme un apport personnel. Et donc, vous permet d'accéder à l'achat de votre maison. Et ici, sur le bas, ici, nous sommes sur du locatif social, PLS, c'est-à-dire sur le haut de gamme du social. Globalement, on sera à des niveaux de loyer où pour un couple, il faut que 2 personnes travaillent pour pouvoir y accéder. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est sur des niveaux de loyer un peu plus importants. Ici, du terrain à bâtir. Pour avoir une mixité, on a du social, de l'accession à la propriété dans un dispositif aidé, et ici, du terrain à bâtir pour des gens qui veulent acheter 500, 600 000 carrés, poser leur maison et se débrouiller tout ça. Et ici, on a travaillé avec Quevilly Habitat pour des petites maisons en T3 de plain-pied, plutôt à destination de seniors. De façon, on a ici un certain nombre de personnes qui viennent nous voir, Michel et moi, pour dire la maison elle est trop grande, elle aimerait bien, mais on ne veut pas forcément être en appartement, on aimerait bien garder un petit bout de jardin où on planterait le rosier, etc., etc. Et puis c'est tout de plain-pied. Voilà. Plain-pied et on peut ouvrir sa porte-fenêtre et sortir. Voilà. C'est la demande. Voilà. Mais on ne fait pas un truc avec 4 chambres et 5 salles de bain parce qu'on n'en peut plus de cette grande maison qu'on n'arrive pas à entretenir. Donc on voudrait plutôt, moi toute seule, moi et mon mari, c'est souvent une dame qui vient nous voir, une petite maison, voilà, où on peut accueillir notre famille, mais une deuxième chambre pour faire dormir un petit-fils ou une petite fille, mais ça s'arrête. Et donc là, on va être plutôt là-dessus. Alors, si je reprends.
et ils sont obligés de déposer des permis d'aménager en séparant les permis d'aménager en macro. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Donc, si on regarde bien, ici, on a un macro-lot avec 9 maisons en accession à la propriété. Ici, un autre macro-lot avec toujours 9 maisons en accession à la propriété. Ici, on a 12 maisons en PLS, LLS. Ici. Et ici, on en a 13. Je reprends mes terrains à bâtir, qui sont là. Et mes logements tout droit pour les personnes âgées. Combien 13. Alors, évidemment, s'il n'y a pas assez de seniors pour les remplir, un jeune couple qui veut un T3 du plantier, il finira pas. Enfin, il l'obtiendra si vous voulez. Mais l'idée, c'est quand même de privilégier plutôt l'accès à du plein pied pour des seniors. Voilà. Ah, 15, pardon, oui, autant pour moi c'est 15. Voilà, et donc ici, nous avons, alors, ce qui sera construit par Nexity, évidemment, c'est tout l'aspect voirie ici, voirie ici. Ici, on est sur la fameuse nous, et ce qu'ils ont appelé le cœur vert, hein, qui est en fait un espace vert de gestion différenciée, planté d'arbres, etc. J'ai pas le droit de vous les poser, mais j'ai le droit de vous les poser. Oui, c'est quelque chose. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on est sur de l'accession à la propriété. Ici aussi. Et ici, on est sur du locatif, les fameux terrains à bâtir. Et comme ce dessin-là était le premier permis d'aménager, on ne voit pas apparaître les 15 résidences seniors, puisque ça va faire l'objet d'un deuxième permis d'aménager sur lequel le cabinet d'architecte Atom est en train de travailler, de faire des propositions. Combien de terrains à bâtir Il y en a 5 ou 7. Je crois que c'est 7. Voilà. Oui, regarde. Non, il y en a 5. Ça, je suis sûr. Là, ils sont trompés. Il y en a au moins 5, parce que là. Et puis, ils avaient redécoupé. Ah, c'est peut-être le grand qui est coupé en deux là. Ouais, peut-être. Mais ça, je suis sûr que c'était 5. Il me semble. Donc, voilà. Ce qui a été travaillé assez longuement avec l'architecte conseil de l'agglomération et les services de l'urbanisme, c'est tout ce qui était, alors ce qui donne ce visuel-là, c'est la couleur, les pentes de toit. Au départ, l'architecte conseil voulait des pentes de toit à 45, ce qui faisait des maisons très hautes. En disant, oui, mais allez, toutes les maisons sont hautes. D'accord. Et nous, on voudrait des maisons peut-être un petit peu plus basses. Bon. Donc, on a obtenu de revenir à 35, ce qui est quand même plus facile. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur, alors vous allez le voir un peu plus loin, mais sur les circulations et les entrées. Le nombre de places de parking. Je me souviens qu'une des toutes premières réunions qu'on avait fait, la crainte des riverains, notamment d'en face, c'était de dire, oui, mais quand les gens vont recevoir leur famille, il va y avoir de la voiture partout dans la route du 11 novembre. Or, en fait, il a été prévu, et on le voit notamment assez bien sur ce plan-là, peut-être te faire passer aussi de l'autre. Ah, pareil, j'ai pas le droit de vous laisser. Hein. Non, d'accord. C'est top secret. Oh, vraiment, c'est pas
des accessions à la propriété et des garages et puissent bénéficier de plusieurs, on ne voit pas trop, mais tout le long là, de places de parking. Ce qui fait que si vous avez un visiteur qui vient, elle aura largement la place de se garer à l'intérieur. Pas forcément pile poil devant la maison qui l'accueille. Et ça, on a un peu l'habitude les uns des autres. Mais on aura vraiment la place tout le long de se garer. C'est américaine. Et ce qui a été aussi travaillé, donc là c'est l'architecte de conseil, hein, sur l'hétérogénéité de la couleur des toits et la couleur de l'ensemble des façades pour qu'on ne trouve que des teintes de façade qui existent dans les lits. Et d'ailleurs, c'était rigolo, la première fois que j'ai vu l'architecte, il avait passé à peu près 2 jours à Léry et il avait fait 70 photos dans tous les quartiers pour aller voir la composition des maisons, la grandeur, les couleurs, etc. Et pour essayer de. Moi, ma commande au départ, c'était de dire je ne veux pas des parcs. C'est pas bien ce que je veux dire, mais je ne veux pas les maisons dans le parc. Je veux des maisons de l'église. Et quand on rentre, on se dit je rentre dans l'église. Mais pas sauf que je rentre dans une autre. On peut peut-être avancer un peu. Alors après, c'est des esquisses qu'ils ont mis. Hein, voilà. Donc ça, c'est vu de la rue du 11 novembre. Vous voyez, l'idée, c'est toujours une haie pour partager l'espace public et l'espace privé. Et puis toujours une capacité de déambulation en mobilité douce, vélo ou à pied, de façon à ce que là aussi, les gens ne soient pas toujours dans leur voiture, du moins le moins possible. Et ça, c'est vraiment depuis la grande moue qu'on voit, c'est vraiment vu de la grande moue et qui permet là aussi d'avoir, alors il y a beaucoup d'espace vert. Alors l'intérêt premier, c'est bien d'avoir des espaces verts, des arbres, des plantations, voilà. Quelque chose autour d'un peu de gestion différenciée pour pas non plus avoir un entretien complètement dingue à réaliser. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que là où vous ne construisez pas, ils ne font pas de fouilles. Donc la coulée verte, qui était déjà prévue au départ, pour le coup économisait aussi un peu d'argent. Mais de toute façon, c'était rédhibitoire, c'était comme ça et pas autrement. Alors, voilà sur quoi on a travaillé après de façon plutôt fine. C'était les teintes d'enduit acceptées et par l'architecte de conseil, par l'architecte qui fait le projet et par la commune. Les références de tuiles avec les différentes couleurs. Voilà. Et moi j'ai dit je ne veux pas du toit noir. Et donc on est sur un toit, c'est une espèce de gris avec des nuances, mais je ne veux pas de toit noir. Tout à l'heure, je vous ai dit ce qu'on fait, mais c'est les tours. Alors, sur l'ensemble des maisons à 45 degrés, par exemple, parce que c'est plus bas. Les portillons d'accès au jardin, donc on est sur les clôtures engagées en bois, doublées d'une haie, et le portillon en bois. Et chaque maison sera dotée d'un abri de jardin en bois, de façon à ce qu'il n'y ait pas que chacun ne mette pas sa cabane de jardin, parce que ça peut aller de la tôle verte jusqu'au truc en chêne massif. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Et je crois que non. Ah oui. Et puis ce qui a été retravaillé vraiment, c'est l'entrée de la rue qui va aller dans le lotissement. L'aglo a imposé, et pour le coup je les en remercie, le fait que ça soit une haie qui revienne comme ça et qui accueille les gens avec de l'espace vert et pas avec des grillages, des clôtures, etc. Et donc ça sera vrai dans toutes les entrées côté aussi bien rue de Verdun que rue du 11 novembre. L'idée que c'est vraiment une
essence locale évidemment, enfin voilà. Voilà, alors voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui parce que en plus monsieur Mexiti devait venir et il n'a pas pu venir. Bon, voilà. Néanmoins, je suis content de le faire quand même. Alors, si vous avez des questions dans le public, je peux clore le conseil municipal et le réouvrir, ou alors on attend le vote et on pose des questions après. Vous me dites. Ok. Alors, j'ai fini ma délibération. J'en suis là. Donc, nous avons retravaillé avec Nexity sur une offre d'achat par Nexity, la vente, et donc, la proposition a été retravaillée de façon à ce que, évidemment, on enlève, globalement, on garde un hectare, enfin, on garde un quart du terrain. Voilà. Et donc, on leur a demandé de nous faire une nouvelle offre qu'ils nous ont faite il y a très peu de temps d'ailleurs, à 500 000 euros. Pour pouvoir nous finaliser l'achat. Et dans la foulée, si on délibère sur ce prix-là, dans la foulée, nous signerons un compromis avec Nexity, qui les engage, évidemment, et avec, dans l'offre de vente qu'ils nous ont envoyée, l'idée que avant la fin de l'année 2025, ils auront acheté. Puisqu'après, il va y avoir le temps des fouilles, voilà, le temps du découpage, le temps des constructions, etc. Donc c'est un projet qui a encore presque 18 mois, 2 ans avant que ça émerge complètement. Voilà. Tout est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore sur cette affaire-là? Et il est prévu que la commune achète quand, l'État? Alors nous, entre-temps, pour acheter les terrains, donc on a pris la délibération une fois, et le préfet, parce que ce sont des terrains État. Et donc le préfet a demandé un courrier à l'AGLO vérifiant que nous rentrions bien dans les prévisions du plan local de l'habitat. On a refait les calculs entre le plan local de l'habitat, entre 2023 et 2028, l'ERI doit avoir acquis 133 nouveaux logements, quel que soit leur statut. Hein. C'est 133 en tout. Ça peut être la construction d'une maison dans un fond de jardin qui a été vendu par son propriétaire. Ça peut être... c'est l'objectif que l'AGLO a pris avec la commune. 2028. Après, si vous êtes encore, vous êtes encore. On n'aura pas d'amende, c'est ça que je veux dire. Non, on ne sera pas tapé sur les doigts, on n'aura pas d'amende. Notamment aussi parce qu'actuellement, globalement, l'immobilier ne va pas bien. Et donc, il y a des choses qui sortent pas, mais pas que chez nous. Hein, voilà. Il y a des choses qui sortent pas, il y a des choses qui sont retardées. Voilà. Et le privé s'appuie beaucoup sur les bailleurs sociaux, notamment sur l'accession à la propriété, pour arriver à continuer à vivre. Parce qu'ils vendent pas. Alors même là, s'ils me disent qu'il y a un petit frémissement de reprise, mais c'est du coup par coup, quoi. Hein. Après, c'est aussi l'intérêt pour les écoles, enfin, pour les maisons, pour les familles.
les ans, on a, je crois, beaucoup de chance. Fermeture de classe. On frôle la fermeture de classes tous les ans. Là, cette année, on a encore échappé parce que je crois que l'inspecteur nous aime bien. Voilà, il a accepté de considérer qu'il y allait avoir des constructions. Bon, il avait un peu défendu notre truc, mais c'est vrai que, vous savez comme moi, hein, si on commence à perdre des classes, il y a des familles qui vont à un moment se dire que l'école n'est plus suffisamment intéressante, attractive. Voilà. C'est aussi moins de clients pour nos commerçants, donc il y a peut-être des commerçants qui vont galérer un peu plus. Enfin, c'est le début de ce que j'appelle une petite mort. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est alors mon objectif n'a jamais été d'atteindre 5 ou 6 000 habitants. C'est pas du tout mon objectif. L'objectif, c'est de conforter, parce que là, on est à la barrière des 2000. Selon l'INSEE, on est à 1998 et selon la DGFiP, on est à 2039. Je préfère 2039 parce que les dotations sont élevées. Mais il y a aussi un enjeu financier là-dessus. C'est que si on passe en dessous de 2000, on perd la dotation et de façon importante pour la commune. Et donc, moins de dotation, c'est aussi moins de projets, c'est aussi moins d'entretien, etc. Donc, tout ça c'est un savant mélange et un savant équilibre pour garder de la population, arriver à avoir un peu de renouvellement de population, avoir de la mixité de population. Alors moi, j'ai été très clair, je dis logement social, pas de PLAI, pas de plus. On en a 265, on les assume. Non, mais on les assume et moi, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, le logement social, c'est du logement social haut de gamme. Parce qu'il faut aussi qu'on attire, par un logement accessible, de jeunes techniciens qui gagnent leur vie correctement, mais pas, voilà, on démarre sa carrière, on la démarre pas à 4 ou 5 000 balles tout de suite, enfin voilà. Et puis je rappelle que la sociologie de la commune, c'est quand même essentiellement des cadres moyens, des ouvriers, des contremaîtres, etc. Donc c'est des gens qui peuvent accéder au logement social, et notamment au logement social supérieur. Mais, et c'est pour ça que je tenais vraiment, c'est que il faut passer peu de la location. Parce que la location, on vient, on repart, etc. Quoique certains locataires commencent à acheter. Allez-y même, ça devient intéressant. L'accession à la propriété, c'est l'aide aux jeunes couples à accéder à leur première propriété, même s'ils y resteront peut-être pas toute leur vie. Mais au moins, ça met le pied à l'étrier et ils auront un bien à vendre pour en racheter un plus tard. Et puis dans le même quartier, on met du terrain à bâtir, parce que là, le terrain à bâtir, on sait qu'aujourd'hui, les gens qui vont construire leur maison, c'est globalement quand même des gens qui ont un peu plus les moyens, notamment les moyens d'acheter un terrain, puis de faire construire une maison. Un bout de terrain, c'est minimum de 50 000, une maison, c'est 150 000, ça veut quand même dire qu'on a au moins 200 000 devant soi pour se lancer. Bon, même si il y a une banque qui fait beaucoup de publicité actuellement sur un prêt à 99, il faut déjà gagner sa vie à peu près correctement avant de se lancer dans cette affaire-là. Donc ça veut dire aussi que l'objectif, c'est qu'on ait suffisamment de choix dans les constructions à venir ou dans les aménagements à venir pour qu'on puisse recevoir un peu tout le monde. Mais on a notre part de précarité et moi je ne tiens pas à la renforcer. Bon, je suis très Ce qui est très bien aussi dans ce projet, c'est que personne n'a été oublié, les personnes âgées avec du plein pied, les jeunes en primo-accédant, voilà, des personnes telles de passage, cadres qui travaillent par ma part. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de mixte, de vivant, etc. Alors, c'est vrai que ce dossier il traîne parce que les fouilles nous ont pris un temps infini. Je peux vous assurer que les allers-retours à l'agglomération, je peux compter maintenant en mi-journée complète passée à l'agglo. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Next City ne nous a jamais lâché pendant tout ce temps-là. Ils auraient pu, hein.
Ils veulent pas nous lâcher parce qu'ils trouvent que le projet, dans la mixité, dans la notion de végétalisation, etc., c'est une vitrine pour eux. C'est pour ça qu'ils nous font